sur la radio-télévision nationale congolaise. Kinshasa suffoque ce midi sous le poids de la circulation. Elle est intense, toutes les artères sont constipées, difficile de concilier la ponctualité et la route. L'on dit que les collations des gardes académiques qui ont ajouté une dose. Vous savez à quoi ressemble la chaussée quand vous sortez, mesdames et messieurs? Bienvenue à ce journal que nous co-présentons. Iverson Kabouaba est sur ce plateau. Bonjour Iverson. Bonjour Elie Tchala. National a livré un hôpital moderne au pays. Construit par les bâtisseurs de ce service, l'hôpital Mama Denise Nyakeru a été inauguré hier à Kanyama-Kasese par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette formation médicale au standard universel assurera désormais la prise en charge des cadres, agents, bâtisseurs du service national et la population environnante sous la supervision du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Résumé dans ce reportage. Jeudi 30 juillet 2026 à Kanyama-Kasese, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le centre hospitalier Maman Denise Nyakeru, devenu aujourd'hui un pôle de soins, de formation et de développement grâce aux investissements consentis par l'État. Dans son mot de bienvenue, le commandant du service national, le lieutenant-général Kassongo Kabouik, a souligné que cette nouvelle infrastructure sanitaire constitue l'aboutissement d'un engagement pris par le président de la République lors de sa précédente visite à Kanyama-Kasese en novembre 2024. Il n'y avait pas une structure viable pour la prise en charge médicale de cadres, agents et bâtisseurs de la nation. Lors de votre dernière visite à Kasese, tenant compte de votre vision et vos ambitions sur le service national, vous aviez pris la décision et promis de doter les centres pilotes de Laurent Désiré Kabila d'un hôpital digne de ce nom. Vous n'aviez pas hésité un seul instant de donner des moyens conséquents pour la construction de cet hôpital moderne. Cette œuvre grandiose sera gravée dans la mémoire de plusieurs générations et ne bénéficiera pas seulement aux cadres, agents et bâtisseurs du service national, mais aussi aux riverains et à toute personne désireuse de se faire soigner à l'hôpital Mama Denise Nyakeru Tshisekedi, quelle que soit sa provenance. Doté d'équipements médicaux de dernière génération, le centre hospitalier Maman Denise Nyakeru comprend notamment des services de consultation, d'urgence, de réanimation, de chirurgie, de gynéco-obstétrique, médecine interne, de pédiatrie et de laboratoire, ainsi qu'un plateau technique d'imagerie médicale comprenant une échographie, une radiographie et un scanner. L'établissement dispose également de 6 salles d'hospitalisation offrant une capacité de 60 lits. Le commandant du service national a également rendu hommage à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi pour sa contribution à l'équipement complet de cette structure sanitaire. C'est en signe de reconnaissance, a-t-il précisé, que le centre hospitalier porte désormais son nom. Cette infrastructure est destinée à assurer la prise en charge des cadres, agents et bâtisseurs de la nation du service national tout en restant ouverte aux populations riveraines ainsi qu'à toute personne nécessitant des soins médicaux. L'inauguration de ce centre hospitalier marque une nouvelle étape dans la modernisation du service national et illustre la volonté du chef de l'État de renforcer les infrastructures sociales de proximité au bénéfice des populations. De la formation militaire au développement communautaire, le centre du service national de Kanyama-Kasese change de visage. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a présenté un bilan positif axé sur l'agriculture, les infrastructures et l'emploi des jeunes hier au briefing presse conduit par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembo. Un résumé de Jacques Kabouaba. Mission d'itinérance du président de la République dans la province de Olomami. Thème central du briefing presse.
Face aux journalistes et opérateurs de prise de vue, Patrick Mouyayaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, ainsi que les commandants du service national. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongabouik a dressé un bilan détaillé de la transformation du centre Mzee Laurent Désiré Kabila de Kanyama Kasese. Jadis, simple site d'encadrement, ce complexe est aujourd'hui présenté comme un pôle intégré de formation, d'agriculture, d'élevage et de développement des infrastructures. Le centre Mzee Laurent Désiré Kabila est appelé un centre pilote. C'est par ici que le service national a été créé. C'est le premier centre qui a été créé au profit du service national. C'est comme ça que nous l'appelons centre pilote, avant que le service national ne se déploie dans d'autres provinces du pays. Et dans ce centre pilote, plusieurs activités y sont organisées. En dehors de la formation, l'encadrement de la jeunesse, nous avons l'agriculture, qui est l'activité principale. De milliers d'hectares y sont travaillés ici. Au jour d'aujourd'hui, nous pourrions dire que c'est la plus grande ferme céréalière en République démocratique du Congo. Avec ces milliers de jeunes en formation, ces 10 000 hectares de terres cultivées, son cheptel en pleine expansion et ses infrastructures désormais fonctionnelles, Kanyama Kasese s'impose comme l'un des projets phares du service national. Nous tenions à le faire pour que les uns les autres comprennent la vision du président de la République. Partout où nous sommes passés, lorsque nous devions aller voir l'élevage, les tracteurs, il y avait une telle ferveur, une telle communion autour du président de la République. Sa volonté, elle est simple, c'est de donner des réponses aux problèmes des Congolais, des problèmes qui n'ont pas été résolus pendant des années. Nous avons commencé à donner des réponses. Pour les autorités, cette transformation illustre l'ambition de faire de l'encadrement de la jeunesse un véritable levier de production, de développement et de reconstruction nationale. À quelques heures de l'inauguration du nouveau palais de justice du Haut-Katanga par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a effectué une dernière visite d'inspection sur les lieux afin de s'assurer que chaque détail est réglé pour la cérémonie officielle et la mise en service de cette infrastructure. C'est une des dernières visites d'inspection qu'a effectuée Martin Kazembe Choula au nouveau palais de justice, en compagnie de membres du comité provincial de sécurité, de son ministre des infrastructures et de la maire intérimaire de Lubumbashi. L'autorité provinciale a voulu régler les derniers détails avant l'inauguration imminente de ce bâtiment moderne par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'exécutif provincial et sa suite ont entamé leur visite par le rez-de-chaussée qui comprend 34 bureaux administratifs entièrement meublés, une salle de réception, 3 salles d'audience d'une capacité de 110 places assises chacune, une salle de conférence de 48 places assises ainsi qu'un local de stockage. Le premier niveau compte pour sa part 9 bureaux VIP, une salle de sport et une salle de réunion pouvant accueillir 40 personnes. Le deuxième niveau est composé de 7 bureaux VIP, 15 bureaux administratifs, 2 sanitaires, de 2 salles d'archives et d'une salle dédiée aux serveurs et à la maintenance informatique. Ce joyau architectural construit à l'angle des avenues des Chutes et Kimbangu, en plein centre-ville de Lubumbashi, sur une superficie de 1430 mètres carrés, Martin Kazembe Choula a également inspecté la cabine électrique équipée d'un transformateur déjà raccordé au réseau de la SNEL. Le gouverneur intérimaire a ensuite visité le grand parking sous les explications du chef de bureau de la division provinciale des infrastructures et travaux publics, Patrick Kapenda. Le site retenu pour l'installation de la tribune officielle a également fait l'objet d'une inspection minutieuse. Ainsi, Martin Kazembe Choula a-t-il constaté avec satisfaction que tout est fin prêt pour la cérémonie d'inauguration du nouveau palais de justice du Haut-Katanga qui sera présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans le Haut-Katanga, les notables appellent la population à un accueil chaleureux au président de la République, comme elle a toujours démontré à chacune de ses arrivées. Le Kyungu est l'un d'entre eux. Il est au micro de la RTNC. Nous étions très joyeux et très ravis d'apprendre que le chef de l'État vient dans l'espace Grand Katanga.
Et déjà aujourd'hui, il a piétiné la province d'Olomami, la Kamina, le territoire de Kanyama. Il a inauguré beaucoup d'œuvres du gouvernement, entre autres les captages à Kamina. Avec le captage d'eau, ça va permettre à des milliers d'habitants de Kamina de recevoir de l'eau potable. Et ça, c'est une grande chose. Pour la première fois que nous voyons des choses pareilles dans le Grand Katanga. Et ici, dans le Haut-Katanga, nous venons de faire une grande campagne de sensibilisation et de mobiliser toute la population katangaise, d'aller l'accueillir demain à Lubumbashi. Ce n'est pas la première fois qu'il soit ici dans la ville de Lubumbashi, mais demain, ça sera plus que ce que vous avez déjà vu avant. Parce que vous savez, le Grand Katanga, nous les Katangais, nous aimons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le chef de l'État, le seul depuis l'histoire de ce pays qui parle par les actes. Il parle peu, mais il agit pour la population. Il aime la population. Les gens profitent aussi pour placer un mot par rapport à ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle hier. C'est un événement historique dans l'histoire politique même dans ce pays. Demain, nous serons nombreux pour fêter deux fois. Première fois, c'est parce que nous recevons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa terre du Haut-Katanga et aussi pour la loi référendaire est passée au niveau de la Cour constitutionnelle. Je dis ceci, nous sommes prêts pour le référendum de ce pays. La route quinoise suffoquée, les collations des gardes académiques ne sont pas étrangères à cette situation, en tout cas pour aujourd'hui. Le journal se poursuit avec Everson Kababa. Tout à fait. L'année académique 2025-2026 s'est clôturée sur toute l'étendue du territoire national. La parfaite illustration est à Kinshasa. Entre bilan et perspective, les établissements de l'ESU ferment leurs portes à l'issue des cérémonies de collation des titres académiques en attendant la rentrée d'octobre. Revivons ces instants dans ce reportage de Nicole Seseploka. Chaque fin juillet, Kinshasa change de visage. Les toges remplacent les costumes. Les klaxons rivalisent avec les cris de joie et les embouteillages décrochent eux aussi leurs diplômes. Les cérémonies de collation des grades académiques transforment la capitale en un immense campus à ciel ouvert. Mais entre cortèges, invités et files interminables de véhicules, la circulation devient un véritable parcours du combattant. Si les lauréats célèbrent l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, les vendeurs de toges, photographes et restaurateurs, eux, savourent aussi leur jour de gloire. Et si les bouchons finissent par agacer les automobilistes, ils rappellent aussi qu'à Kinshasa, les grands succès se célèbrent toujours en grand. Ce vendredi 31 juillet 2026, la capitale n'était pas seulement bloquée, elle applaudissait la jeunesse. Et entre-temps, l'Université chrétienne de Kinshasa, elle a clôturé l'année académique 2025-2026. Et hier, jeudi 30 juillet, le recteur de cet alma mater a exhorté les nouveaux diplômés à devenir des artisans de richesse pour le pays lors de la cérémonie de collation des titres académiques. Suivons. L'Université chrétienne de Kinshasa a officiellement clôturé son année académique 2025-2026 sous la présidence du professeur Ladi Lombo, recteur de cet alma mater. Entre prières, aux remises des diplômes à plus de 400 lauréats et discours d'encouragement, l'heure était au bilan. Placé sous le thème « Excellence et service », cette année a été marquée par la rigueur académique et les valeurs chrétiennes qui fondent universitaires. Les lauréats ont été appelés à créer des richesses afin de contribuer significativement au développement de la République démocratique du Congo. Le premier message aux étudiants qui terminent, vous savez que quand le système LMD a commencé, le système LMD, ce n'est pas un système où on termine, on a un diplôme, on va chercher du travail. Mais il faut créer l'emploi. Donc le premier message, c'est qu'ils ont eu tous les outils qu'il faut pour pouvoir créer des emplois. Et quand ils vont sur le terrain, qu'ils se mettent à créer les emplois. Et comme ça sera pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres qu'ils peuvent engager. Vous savez, vous pouvez commencer avec une start-up où vous êtes seul, mais au fur et à mesure que la start-up va se développer, vous allez engager d'autres personnes et vous créerez l'emploi. Après cette cérémonie de collation des grades académiques, les inscriptions ont été lancées à la faculté de théologie évangélique, à la faculté de médecine humaine, à la faculté de droit et à la faculté de sciences informatiques.
Créée en 1967, l'Université chrétienne de Kinshasa a pour mission de former les leaders chrétiens compétents, engagés et responsables, capables de contribuer au développement de la société. Elle vise le progrès par la promotion intégrale de l'homme en recourant aux acquis de la science en ayant à la fois aux moyens de connexion à la connaissance absolue. Former les jeunes pour transformer l'économie conformément à la vision du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, mobilise les centres privés. L'enjeu, créer un réseau national pour des formations adaptées aux besoins du marché congolais. Les explications avec Ricardo Bambeka. Former pour transformer, en République démocratique du Congo, la formation professionnelle devient une priorité nationale. Sous l'impulsion du président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement veut faire émerger une jeunesse qualifiée, prête à répondre aux besoins du marché de l'emploi. Devant le responsable des centres de formation privés, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Marc Kilali Tombo, a plaidé pour des filières adaptées aux grands projets du pays. Ensemble avec eux, conjuguer les efforts, nous puissions, tant soit peu, commencer à apporter la problématique de l'inadéquation formation-emploi dont se plaint toujours les milieux des employeurs. Et nous avons pensé qu'à notre niveau, en discutant directement avec ces centres, on peut donner des orientations pour anticiper ce métier. Et aussi, nous comptons dans les jours qui viennent créer un cadre de concertation directe entre ces centres de formation et les employeurs qui ont des besoins spécifiques pour leur permettre en effet tant soit peu d'anticiper sur ces besoins-là. Pour concrétiser cette vision, 26 centres de formation, un par province, et 78 autres prévus dans le programme présidentiel verront le jour. Un pari ambitieux pour faire de la compétence un moteur d'emploi et de développement durable. La qualité de l'école commence par celle de ses enseignants. Les résultats d'une évaluation de leur formation initiale ouvrent la voie à une réforme en profondeur avec un accent sur la gouvernance et un financement durable, nous dit Cédric Keninambo dans ce reportage. Pas d'enseignement de qualité sans enseignants de qualité. C'est le pari du gouvernement de la République. Les résultats de l'évaluation de la formation initiale des enseignants du secondaire ont été dévoilés à Kinshasa, en présence des ministres d'État Raissa Malou de l'Éducation nationale et Marie-Thérèse Sombo de l'enseignement supérieur et universitaire. Soutenue par le projet PAF avec l'appui de la Banque mondiale, cette étude recommande une refonte de la formation d'enseignants à travers une meilleure gouvernance, un financement durable et une professionnalisation accrue. La réforme des curricula devra accorder une place centrale, non seulement à la maîtrise de disciplines et autres compétences pédagogiques, mais aussi à l'éducation inclusive, en situation de crise, à la prise en compte du genre et à l'utilisation pertinente des technologies éducatives. Une attention particulière devra être accordée aux stages pédagogiques. Le temps de diagnostic est derrière nous. Le temps de l'action commence aujourd'hui. J'instruis les services compétents de mon ministère, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le conseil d'administration des ISP, l'ANAC-SU et nos partenaires d'engager sans délai l'élaboration de cette stratégie nationale et de son plan opérationnel. Cette stratégie devra être réaliste, progressive, budgétisée et assortie d'indicateurs précis. Elle devra produire des résultats concrets pour les établissements, pour les enseignants et surtout pour les élèves de notre pays. Dans l'ensemble, le but est de doter la RDC d'enseignants mieux formés pour offrir aux élèves une éducation de qualité et préparer l'avenir du pays avec sérénité. L'innovation au service de la santé pour garantir un meilleur accès aux soins, c'est l'objectif de la deuxième édition du Salon de l'hôpital et de l'environnement. Les détails avec Chimène Dondo. La deuxième édition du Salon de l'hôpital et de l'innovation s'est ouverte sous le thème « Réinventer l'hôpital avec la couverture santé universelle ». Une rencontre qui intervient dans un contexte marqué par la résurgence de la maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC. Une situation qui rappelle l'importance de renforcer le système national de santé. Cette jeunesse constitue notre plus grand avantage comparatif. Si elle est en bonne santé, bien formée et productive,
Elle pourra devenir le principal moteur de la transformation économique de notre pays. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale explique. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Notre plan national de développement sanitaire s'est fixé un cap audacieux, presque révolutionnaire. Gagner 2 ans de vie par an sur l'espérance de vie au cours des 10 prochaines années. Le socle de cette transformation est déjà en main grâce à la couverture santé universelle. Après la cérémonie d'ouverture, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a visité plusieurs stands d'exposition. L'occasion pour les exposants de présenter les innovations médicales, des équipements hospitaliers et des solutions technologiques destinées à améliorer la qualité de soins et à accompagner la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC. Face à l'incrédulité de certains jeunes à Issiro sur l'existence de la maladie à virus Ebola, le comité provincial de sécurité de la province du Haut-Uélé durcit les temps et instaure des mesures obligatoires. Nathalie Mboula. À Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, tout le monde n'a pas encore la même perception du danger mortel que représente la résurgence de la maladie à virus d'Ebola. C'est le cas d'un groupe de jeunes qui ont sémé des troubles lors de l'enterrement d'un cas de décès de cette maladie. Face à ces risques et sur instruction de son titulaire, Jean Bakomi Togambou, le vice-gouverneur Christophe Daramatata a présidé une réunion du comité provincial de sécurité élargie. Autour de lui, les membres du comité provincial de sécurité, quelques ministres provinciaux, les professionnels de santé et les représentants des associations de conducteurs de mototaxis. Une mise en garde sévère est adressée à tous ceux d'entre eux qui complaisent non seulement à propager des fausses rumeurs sur la maladie à virus d'Ebola, mais aussi ceux qui s'adonnent au transport de cadavres par moto. Nous avons invité pour qu'on les fasse comprendre que la maladie est une réalité. Nous invitons toute la population à faire confiance aux experts de la santé. Le gouvernement provincial a mis des mécanismes sur pied pour lutter contre la propagation de cette maladie. Le respect des mesures barrières, non pas le transport des corps d'un X à une autre. Les corps, on ne peut pas dépasser 24 heures, il faut les mimer aussitôt. Le respect de ces mesures-là permettra dans l'ensemble de lutter efficacement contre la maladie. Du virus Ebola qui gangrène au jour d'aujourd'hui. Signalons qu'à ce jour, depuis l'apparition de cette maladie, les Haut-Uélé comptent plus de 40 cas avérés, dont 21 décès enregistrés. L'association du patrimoine financier de la minière de Bakwanga inquiète le directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'État. Les précisions avec Eurydice Kitutu. Venu solliciter l'accompagnement du gouvernement face aux actes de spoliation qui menacent le patrimoine foncier de la minière de Bakwanga à Mbujimaï, André Kabandakana, directeur général de la MIBA, a entre autres dénoncé auprès du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Guillaume Gefa Tondoko Andali, un récent processus de morcellement ayant causé des tensions avec les agents de l'entreprise après la répartition de terrains occupés par les travailleurs. Nous avons formulé 3 demandes de retrait de l'arrêté du gouverneur. Tout récemment, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu un arrêté du gouverneur de la province du Kasaï oriental qui avait ordonné le réaménagement de la ville de Mbujimaï. On a commencé à découper les parcelles où habitent les agents de la MIBA, ce qui a provoqué une situation de tension assez sérieuse. Deuxième demande, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont dans l'irrégularité, dans la spoliation méchante, puissent être poursuivis sur le plan de la justice. Et la troisième demande, c'est de faire en sorte que le patrimoine de la MIBA soit sécurisé. Il nous a rassurés, nos demandes seront prises en compte. Le ministre d'État de la Justice et a pour sa part réaffirmé son engagement à accompagner les démarches du directeur général de la MIBA visant à protéger le patrimoine de cette entreprise et à faire appliquer la loi dans ce dossier. La lutte contre la consommation de la drogue se poursuit à Kisangani. Le commissaire provincial et le maire de cette ville appellent la jeunesse à tourner le dos aux stupéfiants. Les précisions dans ces reportages.
Les 6 sacs de chanvre récemment saisis par la police nationale congolaise ont été réduits en cendres ce mercredi au bloc Simestan dans la commune Makiso. L'opération s'est déroulée sous la supervision du commissaire divisionnaire Elvis Palanganawej, commissaire provincial de la PNC Tchopo, entouré de plusieurs officiers et sous-officiers. C'est là après procédure. Présent à cette cérémonie, le maire de la ville de Kisangani, Deli Likunde Litawe, a salué le professionnalisme de la police nationale congolaise dans la lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants. Il a exhorté les jeunes à renoncer à la drogue et aux autres substances nocives pour se consacrer au développement de Kisangani et de la République démocratique du Congo en général. Nous mettons en garde les jeunes consommateurs de ces produits. Plus jamais nous voulons les jeunes conscients. Coup de chapeau à la police. Nous sommes venus voir comment se déroule l'incinération. Au Nord Kivu, l'État mise sur le privé, le gouvernement provincial s'allie à la Fédération des entreprises du Congo et à l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane. Suivez. Le développement des infrastructures au Nord Kivu pourrait désormais s'appuyer davantage sur la participation des communautés locales et du secteur privé. C'est la vision portée par le gouvernement provincial du Nord Kivu en partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo, la FEC et l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane, la CAD. Réunis ce mercredi 29 juillet 2026 dans la salle polyvalente Mandela de l'hôtel HKL à Kasindi, autorités locales, opérateurs économiques et représentants des organisations socio-professionnelles ont échangé sur le mécanisme de mise en œuvre de cette nouvelle approche de développement participatif. La délégation provinciale a été conduite par Maître David Kamoua, directeur des cabinets du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste. Le bourgmestre de la commune de Kasindi, Bombale Muganirwa Gilbert, a invité la population à s'approprier cette initiative, estimant qu'elle constitue une opportunité de transformer durablement les infrastructures de la commune grâce à une gouvernance participative. Parmi les premières actions engagées figure la modernisation de la rue Mamboura, retenue comme axe pilote dans le cadre de ce partenariat entre le gouvernement provincial et cette collaboration entre le gouvernement provincial, la FEC et la CAD. Les autorités entendent instaurer un modèle de développement fondé sur la responsabilité partagée afin d'améliorer progressivement les infrastructures et les conditions de vie des populations du Nord Kivu. Pour les autorités provinciales, cette approche participative constitue un nouveau modèle de gouvernance dans lequel le secteur privé et les communautés unissent leurs efforts pour accélérer le développement local. Sur le développement agricole au Kwango grâce à l'entretien de 297 km de routes de desserte agricole. Suivant. Dans le Kwango, les routes ouvrent la voie aux récoltes. Pour ce faire, 297 km de routes de desserte agricole ont été entretenues pour désenclaver le bassin de production. À Kenge et dans d'autres territoires, ces travaux facilitent désormais la circulation de population et l'acheminement de récoltes vers le marché. On ne peut pas dire merci seulement à l'OVDA. Nous disons aussi merci aux FONER parce que c'est eux qui posent les moyens pour que nous puissions réaliser tout ce que nous avons réalisé. Nous avons reçu les fonds à l'OVDA Kwango pour 5 territoires qui a été répartis équitablement, évidemment. Et puis nous avons tout réalisé. Producteurs et usagers saluent une amélioration qui redonne du souffle au commerce rural. La situation, ça va maintenant. On avait de difficultés de rouler pour acheminer nos marchandises. Pour le moment, en tout cas, ça va. Avec l'appui du FONER, l'OVDA poursuit ainsi son pari qui est celui de désenclaver le campagne pour mieux faire circuler les produits agricoles. Provincial de l'agriculture a des semences améliorées aux épouses militaires. C'est pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le marché de la ville.
Ces femmes, encadrées par leur présidente, Mme Francine Kabemba Kamba, y sont reconnues pour leur dynamisme dans l'agriculture. Elles inondent déjà les marchés de Bouendé en légumes de première nécessité. À titre d'encouragement, le ministre Guy Issembili n'est pas venu les mains vides. Il a remis du matériel aratoire et des semences améliorées, carottes, céleri, soja, aubergines et oignons, de quoi renforcer la consommation locale et combattre la flambée des prix. Le ministre Guy Issembili a par ailleurs apprécié le champ de maïs déjà cultivé par les épouses des militaires. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Selon le constat que ce sont les femmes militaires qui nourrissent un peu le marché de Bouendé par rapport aux cultures maraîchères. Alors on a jugé bon de venir les accompagner parce qu'ils sont déjà, vous les voyez, en train de travailler ici. Alors le gouvernement provincial ne pouvait pas croiser les bras. Ils ont jugé bon de prendre quelques semences et quelques matériels aratoires pour mettre à leur disposition et augmenter la production au niveau de notre marché de Bouendé. Après la remise symbolique des intrants, la présidente des épouses des militaires, Mme Kabemba Francine, a profité de l'occasion pour solliciter des équipements médicaux ainsi que l'énergie électrique. À la suite des échanges conviviaux avec les épouses des militaires, le ministre Guy Issembili a quitté le camp avec la promesse d'y revenir. Le fleuve Congo a une nouvelle fois servi de théâtre à la célébration du sport, de la culture et de la protection de l'environnement au cours de la 4e édition de la course des pirogues à Kisangani. Le détail avec Rikan Chindano. À Kisangani, la culture et les sports ont rythmé la 4e édition de la course des pirogues organisée sur les eaux majestueuses du fleuve Congo. Les Boyomais et Boyomais ont pris d'assaut la concession Kimbe Lodge pour assister au coup d'envoi de cet événement qui allie tradition, sport, protection de l'environnement et convivialité. Placé sous les thèmes la paix et la protection de l'environnement par les sports et la culture, cette édition a été marquée par une participation féminine remarquable. 5 équipes féminines ont compéti par les 15 alignés, offrant un spectacle fait de courage, de détermination et de dépassement de soi. Présente à cette grande fête populaire, la ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Maître F. Bazaïba Massoudi, affectueusement surnommée Mama Songoli, a plaidé pour une plus grande valorisation de cette discipline traditionnelle. Kisangani Boyema Sinamwambe oye! Kisangani inapita Bulaya na utamu. Jean Kimbembe Mazunga s'est réjoui de l'engouement suscité par cette 4e édition, saluant notamment la forte mobilisation de la population ainsi que la présence de la ministre d'État. Au terme de la compétition, les différentes équipes ont reçu des présents et des récompenses offertes par la Fondation Songoli et Kokim Lodge sous les labels du fleuve Congo River, clôturant ainsi une édition placée sous les signes de la paix, de la cohésion sociale et de la préservation de l'environnement. Nous allons terminer ce journal par cette information de la société civile, placer les bases solides pour permettre aux organisations citoyennes de la RDC à jouer pleinement leur rôle. Tel est l'objectif de la plénière extraordinaire organisée par le cadre de concertation nationale de la société civile en faveur des délégués provinciaux. Entre impératifs de légitimité et défis de cohésion interne, la société civile congolaise s'organise pour retrouver son élan et son unité afin de défendre objectivement les intérêts du peuple congolais. C'est dans ce contexte que plus de 50 acteurs actifs et représentants provinciaux du cadre de concertation nationale de la société civile se retrouvent à Kinshasa pour une plénière extraordinaire dans le but de placer des bases solides avant l'étape d'élection. La coordonnatrice cette structure, Rachel Nsunzia, fixe les caps avant la plénière, propose une feuille de route claire, menant à une assemblée générale et crédible. L'équipe de transition était déjà à leur fin mandat. Alors il fallait maintenant convoquer cette plénière pour que, ensemble avec les provinciaux, nous puissions voir l'avenir du cadre. Face aux crises sociopolitiques et à l'urgence d'organiser la société civile, Elodie Tamunzinda encourage ses pairs à aborder des questions liées au référendum et au dialogue. Antoinette Samba Kalambay, dans sa casquette d'actrice au développement, a insisté sur la responsabilité morale des animateurs de la société civile. Lors des échanges
l'accent a été mis sur le rôle déterminant des institutions citoyennes, à l'instar de la Commission nationale des droits de l'homme, partenaire incontournable dans la protection des droits des citoyens. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Je vous en rappelle la principale information. Kinshasa s'effoque ce midi sous le poids de la circulation. Il est intense. Toutes les terres sont quasiment constipées. Difficile de concilier la ponctualité et la route. La collation des gardes académiques y est pour beaucoup. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. Bienvenue à la 6e édition de Trophée MTK Salou fin d'honneur. C'est vendredi 31 juillet 2026 à Lubumbashi. Hommage à celles qui bâtissent sans bruit, soutiennent sans relâche et élèvent dans l'ombre des destins extraordinaires. Madame Thérèse Batou-Kezanga, gardienne discrète de l'héritage du grand écrivain. Madame Pelagie Mawaya Mutoke, Lunda Boulolo. Madame Georgette Eto, épouse du légendaire Samuel Eto'o, symbole de résilience. Sa Majesté la Reine Cécile Molongo, Martine Zeti Salima Kitenge, compagnonne d'un bâtisseur de savoir. Madame Alphonsine Barouti, Madame Lydie Zaina Toubaya. Rendez-vous à Lubumbashi. Trophée MTK Salou, fin d'honneur. Compatriotes, la maladie à virus Ebola reste une menace réelle pour notre pays. Soyez attentifs aux signes d'alerte. Forte fièvre, fatigue intense, maux de tête, musculaire, vomissement, diarrhée, saignement. En présence d'au moins l'un de ces signes, rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une meilleure prise en charge pour vous protéger et protéger vos proches. Lavez-vous régulièrement et correctement les mains avec de l'eau propre qui coule et du savon. Évitez tout contact avec les personnes malades, leurs liquides corporels et leurs effets personnels. Ne touchez pas les animaux sauvages malades ou trouvés morts. Respectez les consignes des professionnels de santé. Ou appelez le numéro 151 pour présentation. Stop Ebola. Ensemble, comme toujours, nous vaincrons Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à travers l'Institut national de santé publique et ses partenaires. Publicité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 0h ou minuit à l'heure de Kanyama-Kasese en province du Haut-Lomami. Nous sommes encore en activité, mais comme vous le savez, les traditions, nous ne pouvons pas terminer la soirée sans venir au-devant de vous pour vous faire le point justement de la mission d'itinérance qu'effectue le président de la République dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement le président de la République, mais c'est aussi la première ministre chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, beaucoup de membres du gouvernement et d'ailleurs, tout à l'heure, tous les autres membres du gouvernement vont arriver pour un conseil de ministres ordinaire qui se tiendra cette fois-ci à Kanyama-Kasese dans les sites qui nous accueillent
Général, bonsoir. Vous êtes, bonsoir, Excellence, Monsieur le Ministre. Le commandant du service national. Vous avez le privilège de recevoir le président de la République, pas seulement, et tous les gouvernements. Et pour une première fois, nous allons tenir le conseil de ministre dans un territoire et non pas dans les chefs-lieux comme des traditions. Vous aurez évidemment l'occasion de nous en parler, mais bien avant d'ailleurs qu'on évolue dans les sujets que nous allons aborder ce soir. Mais en général, nous sommes bien surpris lorsqu'on regarde les décors qui nous accueillent, on regarde les paysages derrière, on regarde la salle à gauche. La salle à gauche, c'est la salle où se tiendra demain les conseils de ministres. Vous aurez l'occasion de voir en exclusivité les images de cette salle du conseil qui a été spécialement aménagée. Général, qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement pour commencer cet échange? Parce que nous avons avec nous le gouverneur de la province, le gouverneur, l'honorable Banzamouloumé Marmont. Il est avec nous déjà, oui, il est là. Oui, je suis Nous avons le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Mouindo Nzangi, qui est là. Nous avons le ministre qu'on appelle le cantonnier, monsieur le ministre des Infrastructures, Travaux Publics. Nous aurons l'occasion évidemment de l'écouter tout à l'heure, et les ministres évidemment des Ressources hydrauliques et électricité, monsieur Sakombi Molendo. Parce que gouverneur, vous êtes avec nous avant qu'on ne revienne sur les générales. Honorable Banzamouloumé Marmont, nous avons vu hier le président et son peuple à son arrivée à l'aéroport de Kaminaville. Il y a eu évidemment une procession, nous avons vu l'enthousiasme, nous avons vu la joie. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux compatriotes qui sont dans toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo ce soir de l'accueil qui a été réservé au président de la République par les populations de cette partie du territoire national? Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons reçu le président avec toute sa délégation. Ce n'est pas d'abord pour la première fois. C'est pour la deuxième fois que le président vient visiter les Olomami. La population a été très contente parce que le président a réalisé beaucoup de projets chez nous. Et la population a été mobilisée des soirs. On n'a pas loué des bus pour que les gens viennent. Les gens se sont déplacés pour le président, leur père de la nation, qui fait autant de projets qu'on ne peut pas dénombrer ici dans notre province. Alors, la dernière, lorsque nous sommes venus avec le président de la République en campagne électorale, il pleuvait. Je ne sais pas quelle est la saison actuellement, mais je peux vous dire, vous qui êtes à Kinshasa, qu'actuellement il y a des gouttes, il a plu, il y a eu des éclairs ici à Kamina, ici plutôt à Kanyamaka, c'est en province du Olomami. Vous parliez tout à l'heure, monsieur le gouverneur, des projets, et nous avons vu hier le président de la République inaugurer cette usine d'eau de l'Ovoa. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que cela représente les populations de cette partie du pays? Merci, Excellence. En dehors de l'usine d'eau, plusieurs projets sont réalisés dans notre province. Le PDL 145 territoire, nous avons plus de 25 ouvrages par territoire. Nous avons la route nationale numéro 1. C'est la province du Olomami qui prend plus de 440 sur les lots. Nous avons aussi l'université de Kamina qui sera construite. Il y a le barrage de Kalenge dans le territoire de Bukama. Et après le barrage, il y a l'usine d'eau. Cette usine, la population de Kamina a fait plus de décennies sans eau. On vivait des eaux de pluie. Mais l'usine, ce n'est pas seulement l'usine pour nous, c'est un grand qui vient sauver la vie de toute la province. Personne n'y croyait. Alors, on a dit 200 000 mètres cubes d'eau qui seront produits. On a dit aussi que ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas cette eau, donc il fallait peut-être attendre le président de la République pour voir un tel projet voir le jour. Oui. Il y a vraiment longtemps, nous vivons, je vis à Kamina moi-même depuis des années, nous vivons de l'eau de pluie. Mais cette usine qui est là est capable de nous fournir 7000 mètres cubes par jour, de servir plus de 230 000 personnes par jour dans la ville de Kamina et ses environs. Voilà, merci monsieur le gouverneur. Je vais vous demander de vous rasseoir, on pourra évidemment vous rappeler s'il y a l'une ou l'autre question qui vous concerne. On va appeler le ministre des Ressources hydrauliques et électricité à venir au micro, le ministre Sakombi Molendo. Monsieur le ministre, vous l'aviez dit dans votre discours hier, que le président il fait preuve de la plus grande volonté
Qu'est-ce que ça représente pour vous comme ministre des Ressources hydrauliques et électricité de venir donner de l'eau à des populations qui n'en avaient pas depuis 50 ans? Merci, cher Claude, pour la parole que vous me donnez. Effectivement, le secteur de l'eau est en train de connaître des avancées très significatives. Après les inaugurations des ouvrages des modules 1, 2 et 3 en Ghana, nous avons pu assister hier à l'inauguration de l'usine de Louvoï, qui va donc consacrer 7000 mètres cubes par jour et desservir 230 000 personnes avec une capacité de 30 litres par habitant par jour, du jamais. Et c'est de l'eau salubre, de bonne qualité et surtout en quantité suffisante. Alors le contexte, évidemment, il s'agit ici simplement de la confirmation de la politique nationale du service public de l'eau qui a donc été adoptée le 25 décembre 2025. Le secteur de l'eau aujourd'hui, très chers collègues, mesdames et messieurs, est suivi personnellement par le président de la République à travers le pacte présidentiel sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Nous voulons arriver en 2035 à 60% de taux de desserte. Et après ici, évidemment, ça va continuer notamment à Tshikapa et à Kananga, où, si je prends l'exemple de Tshikapa, nous avons une capacité installée de 50 000 mètres cubes jour. Ça ne va pas augmenter, c'est plutôt le réseau que nous allons étendre. De 250 000 personnes, nous toucherons 1 250 000 personnes à Tshikapa. À Kananga, nous avons une usine dont la capacité installée était de 25 000, mais qui ne dessert que 5 000. Et après les travaux, nous devrions arriver à 75 000, plus la nouvelle usine. Donc, je peux déjà vous dire que les gens vont vraiment desservir comme il faut. Et comme le chef d'État l'a dit, aucune contrée ne sera oubliée dans cette programmation de dessert. Monsieur le ministre, il y a une question qui arrive tout de suite parce que ça fait autant d'années qu'il n'y avait pas d'eau. Les circuits des distributions, est-ce qu'au début de l'inauguration de l'usine, est-ce que vos services, notamment à travers la régie des eaux, se sont assurés que cette eau potable arrive aux utilisateurs là où ils se trouvent, et conservant la même qualité? Tout à fait, des instructions strictes ont été données au directeur général de la régie